Kwekwe, bonjour, buenos dias, hello. Bienvenue à notre série de balados de la chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire. C'est une série de dialogues avec des collègues, des personnes intéressantes, j'espère, pour pouvoir partager leurs expériences, leurs perspectives, leurs perceptions sur le champ et sur la vie. Aujourd'hui, on accueille notre collègue, notre amie Lucie Sauvé, qui est professeure émérite de l'Université du Québec à Montréal. Elle était dans la faculté de sciences et de l'éducation depuis un certain temps et elle a fondé le Centre de recherche en éducation relative à l'environnement. Euh, Elle était aussi titulaire d'un chaire de recherche du Canada sur l'éducation relative à l'environnement. Avant ça, elle était enseignante. Elle a fondé une revue exceptionnelle du Centre d'éducation relative à l'environnement qui s'appelle, intitulé Éducation relative à l'environnement, regard, recherche, réflexion. Ses principaux domaines de spécialisation ont trait aux dimensions critiques et politiques de l'éducation, aux dynamiques et de mobilisation citoyenne en matière d'environnement et de transformation écosociale et aux enjeux de la formation des éducateurs tant en milieu formel que non formel. Et son expérience professionnelle s'est enrichie de 20 ans de coopération internationale en Amérique latine et de son engagement au sein de nombreux mouvements sociaux en environnement. Elle est récipiendaire de plusieurs prix, notamment récemment de l'ACFAS, le prix ACFAS Pierre Dansereau, membre de l'Ordre de l'excellence en éducation. Il y en a beaucoup à dire, mais je vais pas faire tout ça. Je préfère nous engager dans un dialogue. J'aimerais juste commencer en disant, Lucie, tu es une personne très humble, alors je vais le dire ainsi. Tu es très généreuse envers tes collègues, tes étudiants, d'autres très solidaires. Euh, Tu as une belle influence, un très beau rayonnement sur beaucoup de gens, notamment notre très chère Ginette Tézé, qui parle très souvent de toi et on est ravis d'avoir pu collaborer avec toi à plusieurs reprises. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avec plaisir, Paul. C'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec tellement de personnes à- compétentes et qui partageaient aussi les mêmes valeurs que moi. Je dis toujours que j'ai travaillé par amour et avec amour. Alors, et je continue en ce sens. Alors, je suis contente de converser avec toi. Oui, merci, oui, au plaisir. Et puis, enfin, c'est à peu près toutes nos interactions. Il y a toujours des membres de la société civile, pour ne pas dire des organismes, des militants, des activistes et des étudiants et des collègues. Et c'était très enrichissant, ta manière de concevoir l'environnement et l'éducation. Je vais juste brosser un petit tableau. C'est pas une série de questions-réponses, c'est un dialogue. Alors, mais j'ai quelques points que j'aimerais aborder avec toi. Alors, on va commencer avec ton parcours professionnel, ton acheminement. C'est pas linéaire pour personne. Et comment tu es arrivé, enfin, l'éducation relative à l'environnement. Après, on va toucher le Québec, qui est c'est important dans tout ce projet. Et puis, la question de l'éducation, les changements et où on en est aujourd'hui. Après ça, on va se lancer dans le champ de l'éducation relative à l'environnement. Et après ça, peut-être les questions sociopolitiques d'aujourd'hui et l'environnement. Alors, je sais que tu en as tellement fait et ta vision et la synthèse que tu peux faire, ça serait intéressant de t'entendre. Alors, pour commencer, Lucie, euh, peut-être parle un petit peu de ton cheminement, ton parcours
Euh, Tu pensais un jour travailler dans le secteur le champ de l'environnement, l'éducation relative à l'environnement, mais ou est-ce que c'était quelque chose qui est arrivé juste par hasard avec le temps parle un petit peu de ton cheminement professionnel et Et c'est un académique. peu tout ça, c'est un peu tout ça, Paul. Ce sont des racines personnelles, bien entendu. Tu sais, j'ai été sensibilisée tôt au rapport à la nature. Dans mon enfance, j'ai passé mes enfances au bord du fleuve avec ma famille, mes parents, et je me souviens de toute cette lumière qui a inondé ces étés-là. L'eau, patauger avec toute cette faune, cette flore extraordinaire. Donc, et puis le dimanche, mon père nous amenait en forêt pendant que maman s'occupait des plus jeunes. Et je me souviens aussi des clairières, disons, ces grandes cette luminosité-là, les troncs d'arbres sur lesquels on tentait de marcher en équilibre, et puis la sensibilité qu'on développait au chant des oiseaux, à la diversité des champignons, tout ça. Donc, oui, c'est vrai que, et ça a été confirmé par tant de recherches, que l'intérêt pour la nature vient souvent d'expériences dans l'enfance auprès de personnes signifiantes. Et puis, ben, quant à l'école, moi, j'ai toujours aimé l'école. Quand j'étais petite, à 4 ans, je fuguais pour aller à la petite école qui était pas loin de chez nous, au Carré Saint-Louis. Alors, la directrice a fini par me garder. C'est comme ça que j'ai commencé l'école assez tôt. Donc, l'environnement, la nature, en fait, à l'époque, il était question de nature. Et bon, le désir d'apprendre qui m'a toujours habité, et ça, je pense que c'est un élan vital extraordinaire qui ne s'éteint jamais. Alors, tout ça, finalement, je ne sais trop, ça s'est tricoté dans ma vie. Et à un moment donné, ben, je me suis retrouvée comme adulte à être interpellée dans ma communauté aussi pour travailler sur des questions vives en environnement, protection de la rivière, protection de boisés. J'étais enseignante à l'école secondaire euh, et j'ai adoré ce métier. J'ai beaucoup aimé travailler avec avec les étudiants, les étudiantes, les élèves, les forces vives, tu sais, pour eux, pour eux, la vie c'est maintenant, là. Et donc, ils sont pas des futurs citoyens, hein, ils sont déjà dans leur monde, dans leur seul monde. J'ai adoré enseigner aux élèves du secondaire. J'ai fait du théâtre avec eux. Et je me souviens d'avoir monté la pièce La Mélanchier de Jacques Ferron, qui est en fait l'adaptation d'un roman écologique, un des premiers romans écologiques. Alors, donc oui, le contact avec les étudiants, les élèves, avec qui je faisais beaucoup de pédagogie de projet, parce que c'est là qu'on se rejoignait, dont évidemment le théâtre. Alors, et puis, bon, à travers tout ça, j'ai été interpellée aussi là, pour faire des documentaires sur la question du vêtement, la question de l'alimentation et de protection de l'eau, etc. Donc, alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai cheminé dans tout ça, mais je n'ai pas de formation. J'avais une formation en pédagogie, mais j'avais pas de formation en environnement. Alors, j'ai eu envie d'avoir une formation plus formelle et je me suis retrouvée à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal. Trajectoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et j'ai été accompagnée dans cette trajectoire-là par Armel Boutard, qui est un grand pédagogue qui a influencé de très nombreux étudiants euh, au Québec et surtout qui savait enseigner. C'était lui, il n'avait pas de formation en pédagogie, mais il avait une façon d'interagir avec les étudiants qui donnait le goût d'apprendre.
Alors, ça a été un déclencheur pour moi et à un moment donné, je me suis dit, bon, mais j'ai appris des choses sur l'environnement. Maintenant, le plus fondamental, c'est de travailler au rapport à l'environnement. Alors, c'est comme ça que j'ai eu envie d'aller au doctorat pour approfondir cette question de notre rapport personnel et collectif à l'environnement. Et là aussi, ça a été un très beau cheminement. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de littérature en éducation relative à l'environnement. Il n'y avait pas non plus de formation formelle. Alors, j'ai dû me former à travers les colloques, les congrès. Donc, il a fallu que je voyage un peu dans l'espace pour aller chercher moi-même des formations. Et ça a été vraiment des belles années de découverte. Et bon, j'ai été accompagnée par Rénal Legendre, qui lui est l'auteur du Dictionnaire actuel de l'éducation. Et Rénal Legendre, justement, c'est quelqu'un qui aimait faire de l'ordre, hein. Et il a systématisé le vocabulaire, les concepts, les vocabulaires du champ des sciences de l'éducation. Et Mhm. aussi par Michel Maldag, qui a été mon co-directeur de thèse, lui, de l'Université Laval. Il était agronome et géographe. Et Michel Maldag, à ce moment-là, il avait développé le concept d'éducation mésologique. Quand même, c'est Mhm. intéressant. C'est-à-dire l'éducation ancrée dans le milieu de vie, d'accord? Alors, il s'intéressait beaucoup à l'éco-développement. Alors, et voilà, j'ai cheminé dans le cadre de ce doctorat-là. Je me suis formée comme j'ai pu, mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, de vivre des situations très formatrices. Et j'ai eu envie de faire de l'ordre moi-même dans le champ de l'éducation à l'environnement parce que j'arrivais là-dedans et puis là, bon, j'allais d'une conférence à l'autre et on présentait une vision de l'éducation à l'environnement, ensuite une autre et puis là, c'était un autre modèle qu'on proposait et tout ça était extrêmement intéressant. Mais je me suis dit, mais quelle est la carte de ce territoire, hein? Alors, j'ai eu envie justement pour m'orienter moi-même, et puis ça a fini par donner une thèse de doctorat, j'ai eu envie de faire une cartographie du champ de l'éducation relative à l'environnement. Puis finalement, c'est sans fin parce que c'est une cartographie mouvante, hein, c'est un territoire Ouais. mouvant. Alors, ça a été ma contribution dans le cadre du doctorat et à travers laquelle ben, j'ai pu travailler au ministère de l'Environnement aussi, à faire des recherches sur l'état de l'éducation à l'environnement au Québec, qui malheureusement est le même, le même en ce moment que c'était à l'époque. Même, je te dirais, je te raconterai, Paul, que, Mhm. que la situation a même, à certains égards, formellement, institutionnellement, un peu reculé. Alors voilà, je sais pas, c'est quelques, Ouais. quelques idées sur une trajectoire de vie trop vite racontée, là. Mais c'est très, très riche et je vois un petit peu le récit hein, parce que je t'ai pas jamais entendu cette manière de le décrire, mais je vois comment tu as abouti à l'éco-citoyenneté plus tard. Euh, mais je vois là-dedans, et peut-être c'est juste une perspective, peut-être j'ai tort, mais je vois trois paradoxes et je vis avec ça. Je pense que tout le monde vit avec ça. Euh, c'est que le récit un petit peu du Québec auparavant, sous-développement, domination de l'Église, la Révolution tranquille pour sortir et pousser l'économie. Mais ce que tu as décrit, c'est qu'il y avait une richesse, la relation avec la nature. Et puis probablement, il y avait certaines relations avec des communautés et un développement communautaire et un esprit. Quand on vient des grandes villes, souvent on ne le connaît pas. C'est exotique, on sait c'est là, mais ce que tu as décrit, c'est la pertinence de ça pour. Donc, c'est.
Et souvent, avec la quête, on en a déjà parlé auparavant, le développement durable, c'est plutôt pour favoriser les affaires et on pousse loin, mais la nature et ce qu'on peut apprendre et les connexions, et on voit le savoir autochtone. Et le deuxième paradoxe, et, et peut-être j'ai tort, mais quand on pense de l'environnement, les sciences et souvent l'environnement, l'aspect physique, souvent on ne l'aborde pas comme une question politique, éco-pédagogie, éco-engagement. Et donc, souvent les réponses sont pas purement physiques ou scientifiques, mais il y a tout cet aspect. Donc, euh, et je pense qu'on peut se poser des questions en éducation aujourd'hui. Souvent, on n'enseigne pas cette relation sociopolitique avec les déchets et les changements climatiques et d'autres, comment ça affecte des gens et leurs responsabilités. Et le troisième paradoxe, c'est que moi aussi, l'éducation formelle, surtout mon doctorat, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup transformé. Et, mais en même temps, on voit que l'éducation formelle, pour beaucoup de gens, ça va pas assez loin, ça peut être aliénant et donc c'est souvent l'éducation formelle avec d'autres choses. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Lucie, de ces paradoxes potentiels. Et je voulais te demander aussi, dans la nature au Québec, est-ce que tu as eu un lien spécial avec des peuples autochtones et qui avaient, évidemment, c'est leur territoire et territoire non cédé, ou est-ce que ça venait plus tard dans tes réflexions? En fait, la question autochtone, effectivement, est venue plus tard dans la réflexion collective au Québec. En quelque part, nous sommes québécois et on a tous des traces finalement Mhm. de nos origines. Moi, j'ai un grand-père qui était, mais de plus près, d'origine autochtone. Mais non, la question politique, éthique, de justice sociale, de justice écologique qui concerne le rapport aux populations, aux communautés autochtones, n'était pas à fleur de société, je pourrais dire, à l'époque, mais ça le devient, et ça devient important. Ça nous aide, disons, à reforger des liens avec la nature, hein. Parce que quand on parle d'environnement, il y a tout un spectre de représentation de ce qu'est l'environnement, et on pourra y revenir. Mais effectivement, je pense que la représentation maîtresse et qui devient d'ailleurs particulièrement dominante ces temps-ci, c'est la représentation d'un environnement nature. Euh, il y a Bruno Latour qui signalait que le mot environnement a pas beaucoup de sens si on considère que on est tous liés dans un grand réseau de la vie, puis qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui nous environne. On fait partie d'un tissu, d'un tissu vivant. Bon, il l'a évoqué à sa façon, mais maintenant, c'est un propos qui est décliné tellement de riches façons par tellement d'auteurs, de pédagogues. Donc, l'idée de nature devient de plus en plus prégnante. D'ailleurs, en ce qui me concerne, euh, cette idée de nature a toujours été au fondement de la représentation que j'ai de l'environnement. L'environnement comme le monde vivant. D'accord? Alors, ce monde, cette trame de vie qu'on partage, c'est le commun par excellence. Alors, oui, je pense que la proximité grandissante, la reconnaissance et l'appréciation grandissante des cultures autochtones fait partie là, de cette reconnexion, de la recherche de plus en plus explicite
prégnante d'une nature à laquelle on appartient fondamentalement. Donc, et à cet égard, je dirais que si l'éducation relative à l'environnement est une appellation qui a été proposée, adoptée sur des fondements extrêmement intéressants dès les années 70, euh, ben, disons, tout le champ théorique, pratique, puis toute la visée politique aussi de l'éducation à l'environnement s'est transformée. Alors, je peux dire que maintenant, on peut se sentir très à l'aise, peut-être parfois plus à l'aise, de parler d'éducation écologique, c'est-à-dire au sens de oikos, la Mhm. maison de vie, hein, écologique, nous tous, humains euh, et autres qu'humains, dans dans cette même maison, dans ce même tissu vivant où on est interreliés. Puis je pense que on en prend de plus en plus conscience de cette interrelation-là avec la question des changements climatiques, de la perte de la biodiversité, de la pollution, des rivières, des océans, l'étouffement par le plastique et tout ça. Donc, je pense on en prend conscience. Donc, oui, éducation relative à l'environnement, parce que l'idée d'environnement ici fait beaucoup référence à une responsabilité, hein. L'éducation à l'environnement est née dans les années 70, après finalement le boom d'après-guerre, où on se rendait compte de la déplétion des ressources et de tous les problèmes qui émergeaient. Alors, quand on regarde les documents fondateurs de l'éducation à l'environnement, comme la Charte de Belgrade, par exemple, dont c'est le 50e anniversaire cette année, Mhm. ben, en fait, la Charte de Belgrade invite à la résolution de problèmes, hein. C'est l'environnement problème, la représentation de l'environnement problème et l'environnement ressource, donc problème de ressources, était dominant. Mais aussi, dans cette charte de Belgrade qui a fondé l'éducation à l'environnement, ben, on explicitait les liens étroits entre l'exploitation de la nature et l'exploitation des humains entre eux. Et toute la question de la paix était centrale Mhm. au projet d'éducation relative à l'environnement. Paix entre les humains, paix avec la nature, c'est absolument indissociable. Donc oui, l'éducation relative à l'environnement, dès le départ, axée davantage sur l'idée de problème, c'était déjà criant au milieu des années 70, euh, interpellait la responsabilité environnementale. Donc, et c'est pour ça que cette appellation d'éducation relative à l'environnement reste pertinente. Si on creuse le sens qu'on devrait, qu'on lui donne, que, en fait, son sens fondamental, ça devient une éducation écologique. Alors, nous tous, humains, autres qu'humains, dans le même fil de la vie, à la fois Mhm. pour la célébration, la coopération, la collaboration bon, la justice, le respect. Alors, on parle de démocratie entre les humains. Maintenant, on va parler de démocratie écologique pour reconnaître le droit du vivant. Et toi, Paul, cette idée de démocratie te tient Mhm. bien à cœur. Oui. Mais enfin, c'est le livre pour lequel tu as écrit le préface. On maintient que on n'est pas vraiment dans une démocratie excessivement engagée, engageante et critique. C'est la démocratie normative. A beaucoup de défauts. On dit qu'on est très démocratique, mais quand on voit des indices, peu importe pour la paix, l'environnement, justice sociale, euh, c'est participation, euh, l'éducation. Donc, les élections, enfin, nous ont trahis
parce que les gens se sont mobilisés dans les rues, les gens ont fait des activités à travers le monde entier, les premiers peuples, mais semble-t-il qu'on veut diriger, piloter le rouleau compresseur de développement économique et on comptabilise pas l'environnement. On a sur les nouvelles combien les milliardaires ont fait ceci, ça, mais on n'a pas un indice pour l'environnement et je trouve ça hallucinant. S'il y a un discours, c'est plutôt contre l'environnement. Mhm. Euh, et puis, il y a un recul assez important. Et il y avait un certain élan en éducation et on n'est pas allé assez loin. Je pense que on peut mettre ça sur un spectre comme l'éducation pour la démocratie, et on peut la faire de manière mince ou plus robuste, et l'éducation relative à l'environnement, on peut faire ça plutôt mince ou plutôt engagé pour se connecter aux problèmes, à l'engagement, solidarité. Euh, et je pense qu'en éducation, c'est difficile, l'éducation formelle, de vraiment introduire ces concepts critiques parce que on n'a pas de réponses, mais ça peut être mobilisant et ça peut être aussi émancipant. Et ça va peut-être nous emmener à un autre type de conceptualisation de l'écologie. Euh, Mais oui, et les jeunes le réclament. Les jeunes ne sont pas là en attendant la vraie vie, c'est maintenant. Ils souhaitent une éducation qui les ancre dans la réalité de laquelle ils sont, ils seront. Les acteurs, espérons proactifs, mais malheureusement, dans certains contextes, ils subiront ce qui en sera devenu. Tu parlais tout à l'heure de la situation actuelle et d'une certaine démobilisation. Il y a vraiment un backlash hein, en ce moment. À la fois, je dirais, faut pas généraliser là. On ressent sociétalement un backlash lié à lié aux politiques à la politique formelle en ce moment. Je pense que la grande peur économique qu'a lancé Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir a fait en sorte que le gouvernement ici, fédéral, provincial, disons, disons, ont ressenti cette peur économique et finalement tout ce qui peut entraver ou tout ce qu'ils perçoivent comme pouvant entraver le développement économique, eh ben c'est complètement mis de côté. Puis évidemment, l'environnement au premier plan, là, on s'en rend compte. Alors, oui, il y a un backlash, puis il y a eu un essoufflement des mouvements citoyens aussi. La grande effervescence qu'on a connue avant la pandémie a été un peu mise entre parenthèses, autant celle des jeunes que des groupes mobilisés. Mais, euh, mais je pense qu'on peut se réjouir du voir que tout ça réémerge. Et ça, c'est fabuleux. Ça a pris du temps, là, dans les deux ans qui ont suivi la pandémie, ça a pris du temps avant de voir réémerger finalement cette, disons, cet engagement citoyen, mais maintenant on le voit. En même temps qu'on observe la déconstruction des acquis sociaux, environnementaux, en même temps qu'on observe la levée d'une mouvance citoyenne. Si je pense par exemple en environnement, puisque c'est un champ que je suis davantage, on a eu des histoires mais absolument hallucinantes comme celle de Nordvolt, l'échec à tous égards, écologique, économique, social. Euh, bon, le site, le dépotoir de Stablex d'enfouissement de déchets toxiques où on a contourné les règles environnementales pour avancer dans ces projets toxiques en eux-mêmes. Et tant d'autres, là, on s'apprête à développer un port de containers
de porte-containers à Contrecœur pour agrandir le port de Montréal. Donc, accueillir quoi? Encore plus de marchandises. Pourquoi? Pour une société de consommation exacerbée. Et on va s'apprêter à détruire des hectares, des milliers d'hectares de vie naturelle, alors et à polluer le fleuve encore davantage. Donc, euh, oui, c'est en fait, on se rend compte que ces projets aberrants qui continuent à se déployer au Québec ont quand même donné lieu à des soulèvements. Oui. On va parler du soulèvement du fleuve, mais il y a beaucoup de mouvements de soulèvement. Et les jeunes en font partie aussi. Ça devient multigénérationnel. Euh, mais donc, et ça, c'est encourageant. Je veux dire, les citoyens se rendent compte que s'ils ne s'occupent pas du commun, des affaires communes, personne ne va le faire à leur place. C'est la force qui, en toute dignité, tente de stopper l'impensable, tu sais, la destruction du vivant. Et là, j'ai nommé trois projets, mais malheureusement, au Québec, ils se sont multipliés et s'annoncent Ouais, encore. ouais, Alors, ouais, ouais. oui, donc, et la ferveur, elle a peut-être eu un moment de pause, mais elle se relève. Et on trouve là un souffle citoyen, éco-citoyen euh, extraordinaire, tu sais, un souffle de vie, quoi. On réclame la vie. On la défend et on la réclame et on se donne le souffle d'être ensemble, d'apprendre ensemble, de lutter ensemble, d'exiger ensemble. Mhm. Et aussi, ça donne envie de célébrer ensemble aussi. En même temps, on défend dans le fond ce qu'on célèbre. Puis il y a aussi de très beaux mouvements qui sont pas dans l'opposition, qui sont pas dans la dénonciation et la résistance, mais des mouvements citoyens qui sont dans la création Mhm. de nouvelles façons de vivre ici, ensemble, sur nos territoires. On se rend compte que quand quand on considère qu'il est vraiment décourageant de faire face à un système politique, économico-politique figé, euh, ben, là où on peut changer les choses, c'est ici, entre nous, maintenant. Et ça, on l'apprend de plus en plus. Ici, entre nous, maintenant, ensemble. Je pense que c'est ce qu'on a appris dans toutes les formes de résistance, qu'elles soient des résistances créatives ou des résistances d'opposition. Alors, moi, je garde espoir et Mhm. c'est cette mouvance-là qui me donne espoir, puis qui me donne un projet de vie aussi. Oui. Oui, 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 je suis entièrement d'accord avec toi on peut peut-être vouloir jeter l'éponge, on est malheureux, mais je pense que l'éco-citoyenneté engagée est incontournable parce que il y a un rejet de la démocratie normative. Les gens l'aiment pas, ça reflète pas ce les gens veulent, c'est mince les élections, et puis on voit que quoi, la pauvreté est en hausse, itinérance et d'autres problèmes, des conflits. En même temps, il y a un rejet des médias traditionnels. C'est pour ça que les gens se communiquent davantage dans des réseaux sociaux. Ils sont créatifs, ils font des vidéos, ils font tout. Je suis pas en train de dire que ni l'un ni l'autre est entièrement bon ou mauvais, mais c'est que les gens ont d'autres manières de communiquer, de confectionner, de créer. Et puis, je pense que c'est en partie, et c'est facile de dire, mais c'est un problème aussi de dignité, de qualité, de distribution. Quand on a quelques personnes, des milliardaires, et j'ai été quand même étourdi l'autre soir en regardant les nouvelles, téléjournal, et pour l'économie, ils ont démontré combien quelques milliardaires ont fait dans une seule journée parce qu'il y avait un montée en bourse de ceci, ça.
Je ne sais pas si ça nous concerne ou quoi. Mais ça serait plus intéressant de voir quoi, l'index de la pauvreté, l'itinérance, racisme, féminicide, des choses. Donc, euh, on a une espèce de manie au niveau formel, quoi, le voyeurisme, quoi, de ces vedettes, mais c'est les mouvements du sud global vers le nord global. En partie, c'est l'environnement aussi. On a, comme tu le sais, Lucie, la ville de Jasper, des vagues de feu qui vont balayer le ville en Californie. On a des inondations, on a des tremblements de terre, des tsunamis. Euh, et souvent, c'est abordé par la politique normative formelle comme des incidents isolés ou d'autres. Ce que je déplore le plus dans tout ça, c'est les conflits. On produit des armes pour les vendre, pour que les autres les utilisent. On n'a jamais vraiment présenté la catastrophe au Gaza comme une catastrophe environnementale. Comme en Irak, comment on pourrait euh, redynamiser, fertiliser la terre, vivre, et c'est pendant des décennies, des millénaires, il y aurait la toxicité. Donc, il y a un coût avec tout ça, pour un coût humain, mais aussi on perd la terre, les langues, les cultures, des espèces. C'est un non-sens et l'éducation, semble-t-il, n'est pas assez avancée que les mouvements sociaux et d'autres. Euh, mais c'est connecté. Je suis d'accord avec toi. La paix devrait être fondamentale, la justice sociale dans toutes ces démarches. On entend des discours maintenant venant des États-Unis contre l'éolienne. On veut favoriser les pipelines. Même le président disait que c'était un arnaque total, changement climatique. Donc, oui, on pourrait dire, OK, c'est une personne, elle n'est pas bien, mais c'est à la tête d'un gouvernement et on essaie de se conformer ou négocier ou jouer avec. C'est quoi dans ta tête? Comment nous pousser de cette manie du développement économique avec ces projets axés sur l'exploitation des ressources limitées? Comment tu le vois? Comment tricoter davantage de solidarité? Et j'imagine c'est l'éducation relative à l'environnement, éco-citoyenneté, mais euh, tu as noté, je vais compléter, il y avait Northvolt, catastrophe, gaz de schiste, catastrophe. Euh, et il y a plusieurs projets, les pipelines de l'Alberta, et on comprend, on sympathise avec des gens qui travaillent, mais il faudrait chercher peut-être d'autres manières de fournir un soutien pour qu'on puisse travailler. Parce que les questions de la santé des gens, mais aussi on voit en Amérique latine la destruction des territoires autochtones, le militantisme contre les minières extractivistes canadiennes, et puis la quantité d'eau qu'il faut avoir pour extraire, et puis ça fait monter la bourse ici, le marché boursier. Voilà, j'ai bossé un petit tableau, mais je trouve que la situation géopolitique est très importante. Il faut l'aborder, même si on n'a pas toutes les réponses, mais ça doit être central, nos débats, je pense. Oui, je pense qu'on a deux pôles là, de réflexion, d'apprentissage important, l'échelle globale et finalement l'échelle à laquelle on peut intervenir, celle de nos milieux de vie. Puis à l'échelle globale, ben, c'est sûr, on vient de dépasser presque toutes les limites planétaires en ce moment, là. On vient de l'apprendre. Donc dépasser les limites. Est-ce qu'on va se contenter éventuellement de réparer les blessures? Je pense que la prévention et la transformation des modes de rapport à l'environnement au fondement de tout ça, et on en est loin. Euh, oui, je pense que oui, il y a deux pôles, je pense, de vigilance. Il y a le pôle de la vigilance globale à laquelle tu as fait référence, une prise de conscience, un constat.
à la fois politique, économique, écologique, social, tout ça étant lié. On se rend compte que on a tellement décrié la globalisation, le néolibéralisme, le libre-échange, mais là, on n'est même plus là, là. On a dépassé ça, on est rendu dans la mainmise de toute l'économie mondiale par des despotes. Tu sais, il y a même, le libre-échange, non. Maintenant, c'est les tarifs et puis c'est moi le plus fort et donc on a même dépassé ce stade-là. Alors, on l'a dépassé pour le pire, hein. Alors, donc, oui, c'est important d'en avoir une conscience et une conscience critique et une compréhension des causes et des conséquences. Mais il faut aussi, je veux dire, pas non plus faire en sorte qu'on s'en aille vers un repli avec le sentiment qu'on n'y peut rien. Euh, bon, il y a des gens qui vont se réfugier dans le déni et d'autres dans le repli, dans le aquabonisme, dit-on, aquabon, le aquabonisme. Alors, et je pense qu'il faut éviter ce dérapage-là. Et la façon dont on peut le faire, c'est de nous retrouver ici, ensemble, entre nous, là où on est, avec nos talents, nos capacités et reconstruire ce qu'on appelle fondamentalement l'économie. L'économie, c'est économène. C'est les règles du vivre ensemble qu'on se donne entre Mm. nous et la façon dont on y parvient avec équité, en toute justice. Donc, repenser évidemment l'économie. De plus en plus, les auteurs qui traitent de de la vaste question contemporaine, là, socio-écologique, euh, de plus en plus, après avoir écrit des chapitres de description de l'état du monde, de la déconstruction globale, ben, ils en arrivent à la fin, au dernier chapitre, en conclusion, Mm. sur cette perspective du potentiel d'action, de création qu'on peut retrouver dans une solidarité au sein d'un territoire, hein. Un territoire qui, à la, f- il faut reconnaître que le territoire nous a forgés, qu'on forge le territoire. Alors, Mhm. et se retrouver ici en disant, mais qu'est-ce qu'on peut réaliser ici ensemble en termes bien sûr de lutte pour tenter d'échapper au pire. Et c'est très exigeant, on le sait, beaucoup d'essoufflement, mais aussi on sait ce qu'on veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut? Alors construire ensemble une espèce de projet de pays, mais à l'échelle d'ici, ici maintenant. Alors moi je crois beaucoup à cette dynamique de citoyenneté de proximité euh, Oui. pour s'engager euh, là où on est, ici maintenant. Oui, oui, peut-être j'ai pas la bonne étiquette, mais la notion de l'alimentation de 15 minutes, de manger ce qui est fait de prépa, une canette de pêche de la Chine. Euh, oui, c'est ça. Et moi, je peux renchérir un petit peu. Je pense que on est des êtres humains. Il faut s'avancer. Il faut pas s'attendre à ce qu'on voit. Oui, il y a Monsieur le Président qui fait des proclamations, mais nous, Gina et moi, dans nos voyages, on a vu des choses merveilleuses dans beaucoup de pays, mais les gens ne cherchent ni des accolades, ni l'attention, mais les gens continuent. Et je pense que c'est très important dans l'esprit de Paulo Freire et d'autres. Euh, Tu continues et puis euh, pourtant tu as dit plus ou moins que si on est à minuit moins 5 alors on est en train de détruire la planète, mais il faut continuer. Et je pense que la démocratie, c'est un porte intéressant pour aborder Oui. ces questions, parce que si on n'a pas de démocratie, on est en train de déviscérer l'environnement et bien d'autres choses, devenir de plus en plus totalitaire. Euh,
Mais il faut continuer. L'éducation, pour moi, c'est central. C'est ça le potentiel de changement social plus important. L'éducation formelle, semble-t-il, souvent c'est un décalage avec l'éducation non formelle, informelle, mais c'est très important, la solidarité. Je trouve ça intéressant depuis le 20 janvier. On pensait au début que c'était un assaut contre le Canada. Non, non, c'est un assaut contre le monde entier. Semble-t-il qu'il y a une solidarité mondiale qui se cristallise un petit peu. On comprend les négociations, il faut le flatter, il faut dire OK, mais on est en train de faire des changements et je trouve ça assez remarquable que au Canada, les gens voyagent beaucoup moins aux États-Unis, les gens achètent beaucoup moins américaines, il y a beaucoup moins de relations, collaboration. Pourtant, tout le monde est soucieux, évidemment. L'économie est trop liée, Nord-Sud. On aurait dû être plus, plus innovateur. Mais c'est un exemple que les gens peuvent se mobiliser, mais c'est euh, l'environnement, c'est décevant en ce moment, mais je me demande est-ce que c'est parce que l'Empire et l'hégémonie est contre un petit peu le débat environnemental que les autres vont s'arrêter. C'est une question de survie. On perd des îles Solomon et d'autres. Euh, on ne peut pas s'attendre, mais c'est une préoccupation des migrations massives du Sud global. Et en partie, c'est l'environnement, mais c'est le contexte géopolitique. Euh, Tout ça ensemble, donc l'éco-pédagogie risque ou peut représenter un porte de sortie, je pense, pour nous aider. Mais tu as tellement raison, Paul. En fait, je sais pas, tu as sans doute lu cet ouvrage de Naomi Klein, La stratégie du choc. Ouais, Bon, ouais, elle fonctionne pour le pire, mais pour le meilleur aussi. Alors, ouais, effectivement, je pense que, et tu es très sensible à ça, l'apprentissage du vivre ensemble, en fait, du sens profond du mot politique, où intervient l'idée de démocratie, doit être récupéré, là, hein. Politique, ça veut dire s'occuper ensemble des choses qui nous concernent tous, d'accord? Ici, maintenant, ouais, d'abord. Et donc, oui, il faut apprendre, bien sûr, des informations sur les structures politiques, les dynamiques formelles, mais la politique au sein de nos territoires, le politique au sein de nos territoires, ben, ça se vit, ça se vit entre nous. Alors, et il faut apprendre la démocratie aussi. Parce que oui, l'apprendre en termes formels, euh, mais dans nos réunions de cuisine, dans nos réunions citoyennes, dans ouais, nos décisions villageoises, dans nos conseils municipaux et tout ça. Donc, apprendre la démocratie et active, hein, activer le ouais. principe démocratique et le vivre. On s'enrichit tellement les uns des autres. Dans ces dynamiques-là, on apprend beaucoup. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, oui, il y a l'éducation formelle, puis on pourrait y revenir parce qu'il y a des avancées nécessaires à réaliser de ce côté-là, du point de vue de l'immersion dans le monde, inviter les jeunes, je veux dire, à, à- disons, à s'ancrer dans leur monde de façon positive. Puis l'éducation non formelle, les organismes non gouvernementaux font un travail absolument magnifique, éclairé, éclairant. Puis tout cet apprentissage qu'on dit informel, où on apprend entre nous dans l'interaction sociale, là où on n'a pas prévu d'apprendre, mais finalement, on se rend compte qu'on en ressort avec un bagage d'informations, de savoir et de compétences aussi à avoir travaillé entre nous dans les groupes citoyens. Puis pourquoi est-ce que l'école reprendrait pas cette dynamique-là aussi de Mhm. mise en projet collectif, se donner des espaces pour ça. Alors, c'est tellement, il y a tellement de sujets, de matière à réflexion dans ce que tu as évoqué tout à l'heure. Et pour revenir à l'école,
au monde scolaire, au monde académique, école, collège, université. C'est sûr qu'il y a des, il y a, on doit insister pour reconnaître cette sphère d'interaction au monde, celle du rapport à l'environnement, au monde vivant, qui est au cœur du développement des personnes et des sociétés, là. C'est dommage, l'éducation, ne s'est jamais ouverte à intégrer ces questions fondamentales du vivre ici ensemble entre nous au creux des territoires qui nous forgent comme nous le forgeons finalement. Alors, c'est pour ça que au centre de recherche en éducation relative à l'environnement, où tu nous accompagnes, Paul, avec Gina, ben, on s'est donné le mandat de concevoir avec nos partenaires, 57 organisations quand même, de la société éducative, de concevoir une stratégie québécoise d'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Parce que on a trop tardé. On a même reculé. Tu sais, Paul, autour des années 80, quand est né le ministère de l'Environnement ici au Mhm. Québec, là, dans la foulée des années 70, là, euh, c'est ça, on a eu au Québec, comme dans plusieurs pays du monde, mais on était loin d'être les derniers, là, un ministère de l'Environnement. Et déjà, d'entrée de jeu, dès la structuration du ministère, il y a eu un service d'éducation relative à l'environnement. Mhm. Et dans cette unité de travail-là, où il y avait un personnel quand même intéressant, là, peut-être pas suffisant, mais Mhm. un nombre de personnes intéressantes et éclairées qui y travaillaient, eh bien, on s'occupait à promouvoir l'éducation à l'environnement, tant en milieu formel que non formel. Et on invitait les acteurs de tout terrain à des rencontres, à se connaître, à se parler, à coopérer. On produisait du matériel. Mhm. On a fait des recherches au ministère de l'Environnement sur l'état de la situation de l'éducation à l'environnement à l'école. On a fait avec l'UQAM et le ministère, on a Mhm. fait le premier colloque international en éducation à l'environnement au Québec. Alors, et peut-être même au-delà. Alors, donc, il y a eu cette effervescence au Québec et ça a duré, ma foi, 15 ans. Et puis, à un moment donné, est arrivé le développement durable au milieu Mhm. des années 95, 90, vers 95 à peu près, où là, on a dit, bon, ben, ça suffit, là. On en a assez fait d'environnement, ça n'a rien donné. Alors, là, on va passer aux vraies Ouais. choses, le développement. Alors, et le développement durable. Et là, évidemment, ça a eu l'oreille de grands pans de décideurs, à tel point que c'est devenu la mission de l'humanité à travers les objectifs de développement durable de l'ONU, dont, soit dit en passant, dans l'introduction, on lit que la visée du développement durable, c'est la croissance économique soutenue, là. Faut pas oublier, Ouais, 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 ouais. hein. On veut réduire la pauvreté. Pourquoi? Mais pour qu'il y ait davantage de producteurs et de consommateurs, là. Alors, le, le- et cette fracturation du monde en trois sphères, société, économie, environnement, ben justement, rend pas compte justement de la richesse de l'interpénétration de tout ça, hein. Mhm. L'environnement est pas uniquement un ensemble de ressources pour l'économie et la société est un ensemble de producteurs et consommateurs et travailleurs. Donc, c'est dommage. Je trouve que on a réduit la pensée écologique énormément. Alors que c'est comme ça qu'est disparu au Québec le service d'éducation relative à l'environnement qui était spécifiquement dédié à à ce champ d'action éducative. Alors, et ça n'est pas revenu. De sorte que on se retrouve dans une société où, bon, on a une éducation tronquée. C'est important, la sphère du rapport au monde dans une société. Alors, et on forme des êtres inachevés dans une société parce que leur rapport à la vie, Ouais. au monde vivant, en est évacué. Alors, et pourtant,
je veux dire, c'est sûr que c'est important le rapport à soi. C'est au fondement, c'est au cœur. Hein? Donc, le développement de apprendre à entrer en relation, à construire une identité. Ensuite, la sphère du rapport à l'autre, l'autre avec lequel on apprend l'interaction, la coopération, la collaboration, l'éducation à la paix, l'interculturalité. Mais cette troisième sphère d'interaction, celle avec le monde vivant, elle est pas là. On la retrouve pas Ouais. dans le projet éducatif. Alors, c'est important parce qu'effectivement, on se retrouve avec une éducation tronquée. Donc, on a, avec nos partenaires de la société éducative, on a donc travaillé très fort ensemble à élaborer une proposition de politique publique sous forme d'une stratégie québécoise d'éducation en matière d'éducation relative à l'environnement vers une éco-citoyenneté mettant en évidence la dimension politique du rapport au monde aussi. Hein? Police, Mhm. voulant dire cette cité où on partage ensemble la responsabilité partagée du monde vivant, là. Donc, c'est ça. Je pense que on va voir comment va cheminer cette stratégie-là. Pour l'instant, le cheminement a été excessivement lent. On a pu présenter la stratégie à la bibliothèque de l'Assemblée nationale où étaient présents les partis de l'opposition à l'époque. Le parti au pouvoir n'y était pas. Euh, mais ça, il y a eu la pandémie tout de suite après. Puis bon, là, on relance là, les travaux de la stratégie. Parce que qu'est-ce que c'est que cette éducation qui met de côté tout un pan du rapport au monde, hein? Euh, mais, mais, mais où se retrouve où se retrouve l'intégralité du projet de développement humain là-dedans? Alors, c'est là qu'on en est, là. On relance Mhm. cette idée de stratégie comme politique publique. Police, hein? Police qui voulait dire cité. Oui. L'éducation, l'environnement dans la cité de notre monde de l'éducation et de nos interactions humaines. Oui, oui, et Lucie, je pense qu'il y a un chevauchement assez direct avec la notion de démocratie. Est-ce que l'école est démocratique à la John Dewey, ou Paulo Freire et bien d'autres, ou est-ce que c'est un mécanisme pour former des gens? Je ne sais pas quel type de personnes pour l'emploi. Euh, donc, dans nos propres études, beaucoup de gens en enseignement ne croyaient pas qu'il y avait une connexion nécessairement entre la démocratie et l'éducation et comment c'est structuré. Ça, ça permet pas vraiment autant que qu'on devrait l'avoir, mais moi j'aime dire que pour faire de la démocratie, il faut faire de la démocratie. Tu peux pas dire qu'on fait de la démocratie et puis tu as une école qui est autocratique. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'un modèle, et j'aime pas donner des modèles parce que souvent les gens disent, donne-moi le nom d'un pays ou un groupe. Et c'est pas ça, mais on peut essayer de s'engager dans le processus. Et le centraire, depuis plusieurs années avec plusieurs organismes, plusieurs étudiants, plusieurs initiatives, plusieurs débats. C'était pas facile. Il y a beaucoup de points différents, mais quand même, pour essayer de confectionner, pour faire tout ça avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'humilité, beaucoup de notions de démocratie robuste et engagée. Euh, c'est important et je pense que ça a un effet globalement. On voit parfois, soit les gouvernements ou l'université ou d'autres, peut-être prennent des décisions qui sont pas nécessairement tout à fait favorables, mais c'est la conscientisation de soi. On peut se changer. C'est difficile de changer l'autre, mais ensemble, c'est vraiment impeccable. Je suis d'accord avec toi. Un des points saillants de ma vie et de ma carrière, c'est des relations avec l'Amérique latine. J'ai tellement appris, j'ai fait des amis, des apprentissages. C'était beau dans tous les sens. C'est ce que je retiens, non seulement de l'Amérique latine, mais ailleurs, l'universalité dans chacun, l'aspect humain. L'aspect qui pourrait nous rapprocher. On peut beaucoup apprendre. Euh,
Voilà, mais je te remercie, Lucie, pour cette conversation, ce dialogue. On pourrait peut-être le faire de nouveau, mais c'était très agréable. Ton être et ton travail, c'est une inspiration et je te souhaite vraiment de continuer pendant longtemps et nous, on va continuer à collaborer ensemble aussi avec le Centre Art. Ah, c'est très chouette ce que tu dis, Paul, parce que j'ai beaucoup d'appréciation, d'affection aussi pour toi, pour Gina, pour l'équipe. Vous avez rassemblé des personnes lumineuses et j'ai beaucoup d'appréciation de votre travail qui est tellement complémentaire au nôtre. Hein. Les questions environnementales sont indissociables des questions qui concernent le flux des rapports sociaux, le socle de la démocratie, de la citoyenneté, de l'ancrage dans un territoire d'ici, mais aussi un territoire partagé, un territoire global. Alors, je pense qu'on se rejoint de façon complémentaire et j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, à vous entendre et c'est trop rare. C'est trop rare. Ouais. Merci infiniment, Lucie. On va continuer ensemble et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci.